présenter Maurice Papon. C'était un haut fonctionnaire, un brillant technocrate qui a fait une carrière absolument éblouissante. Maurice Papon n'avait qu'un seul maître, sa carrière. Et il s'adaptait à tous les régimes sans état d'âme. Ce qui veut dire que sous Vichy, il est maréchaliste, à la Libération, il est résistant, quand De Gaulle revient, il est gaulliste. Il n'y a pas d'idéologie chez Maurice Papon. Il n'a pas de conviction, c'est un serviteur de l'État. C'est pas un homme de la République. Ça l'a amené à être préfet de police de Paris pendant tout le temps, pratiquement, où le général de Gaulle était président de la République. Puis ensuite, il a été député, maire de Saint-Amand-Montrond dans le Cher, et il a fini ministre. Et c'est à ce moment-là que son passé l'a rattrapé. Maurice Papon, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Gironde, a sous ses compétences une dizaine de services de préfecture, dont celui des questions juives. Et à ce titre-là, Maurice Papon va piloter les arrestations et la déportation des Juifs sous l'autorité du préfet en réponse aux demandes, aux exigences allemandes. Il existe beaucoup de documents. Il était en somme le préfet bis de la région, pratiquement de la région Aquitaine, qui était en zone occupée. C'était pas un antisémite, hein, c'était quelqu'un qui faisait carrière, c'est tout. On lui avait demandé de faire ça, et s'il voulait que sa carrière se passe bien, il fallait être très obéissant aux ordres qui émanaient des SS et qui organisaient la déportation des Juifs depuis Bordeaux vers Drancy, et après vers une destination inconnue, dont on sait de manière évidemment certaine que c'était Auschwitz. Très peu de personnes déportées sont revenues à Bordeaux. Donc Maurice Papon a été dans l'engrenage administratif qui a conduit à la déportation depuis Bordeaux de 1690 Juifs pendant la guerre, dont 244 enfants. Par exemple, c'est une famille juive qui a été arrêtée à l'été 1942 sur la ligne de démarcation à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux. C'est une famille qui avait quitté Paris, parvenue jusqu'ici à Bordeaux, puis voulait passer la ligne de démarcation parce qu'ils pensaient qu'en zone non occupée, eh bien, ils seraient mieux protégés par le régime de Vichy. Ils sont arrêtés à la ligne de démarcation par des gendarmes français. Ces gendarmes français vont alors les conduire à Bordeaux, au camp de Mérignac, d'où ils vont être déportés. Cette famille, c'est une femme et ses enfants. Son plus jeune enfant, il a à peine 3-4 ans. Lorsqu'ils partent au convoi de juillet 42 pour Drancy, puis Auschwitz-Birkenau, finalement, c'est un voyage sans retour. Ils seront déportés et gazés. C'est un homme qui avait beaucoup de sang sur les mains parce qu'il y a l'affaire des déportations des Juifs, mais il y a aussi l'affaire de la répression des Algériens pendant la guerre d'Algérie. Et notamment, il a été préfet de Constantine au moment où il y avait un centre de torture de l'armée française. Les récits en sont absolument abominables. Il le savait très bien, il a couvert tout ça sans état d'âme. Et puis, il y a eu la fameuse affaire de la manifestation des Algériens le 17 octobre 61, qui protestaient contre un couvre-feu au faciès qui avait été mis en place par Maurice Papon, préfet de police de Paris. Alors il y a eu une grande manifestation, un soir, il y avait 30 à 40 000 personnes, et là, il a d'une certaine manière laissé la voie libre aux policiers parisiens pour qu'ils la répriment de manière impitoyable. Les archives départementales de la Gironde, en 1981, ont permis de faire naître cette affaire. Jean Cavignac, un archiviste, a découvert des archives qui montraient la signature de Maurice Papon dans des rafles contre des Juifs à Bordeaux. Il y a eu 4 rafles organisées à Bordeaux et ces documents étaient signés de Maurice Papon. Par ce biais-là, Jean Cavignac en a informé une ancienne victime qui avait réussi à s'enfuir, Michel Sitinsky, et c'est ainsi que va naître l'affaire Papon. Le 6 mai 1981, le Canard enchaîné révèle le rôle de Maurice Papon
comme secrétaire général de la préfecture de la Gironde en 42-44, où il montre qu'il a participé à la déportation des Juifs. J'avais déposé les premières plaintes et après j'ai dû me battre pendant 17 ans pour obtenir le procès. 1981, les premières plaintes. En 1987, au bout de 6 ans de procédure, la première instruction est annulée. C'était un piège qui avait été tendu par certains magistrats. C'est assez technique, mais ils ont réussi à faire annuler la première instruction. Enfin, j'ai essayé de relater tout ça dans le livre, tous les obstacles qu'il y a eu à ces batailles. La première partie des obstacles que je dois résoudre, c'est l'opinion publique. Donc personne n'était prêt. Dans les partis politiques, tout le monde était debout sur le frein. Les gaullistes, parce qu'il était inscrit au parti gaulliste. À Bordeaux, Chaban-Delmas ne voulait pas de ce procès. Le président François Mitterrand n'était pas favorable à ce qu'il y ait une procédure contre Maurice Papon, et plus largement contre d'anciens fonctionnaires du régime de Vichy. D'abord parce que François Mitterrand lui-même avait été, dans le rouage du régime de Vichy, un responsable de service. Il apparaît notamment sur une photo serrant la main du maréchal Pétain, recevant par ailleurs la Francisque, c'est-à-dire une décoration très importante du régime de Vichy. Donc François Mitterrand ne voulait pas réouvrir ce passé compliqué de la France, et ici s'inscrivant dans la continuité de ce qu'avait été la politique du général de Gaulle dès 1944. M'ont aidé aussi les autres procès pour crimes contre l'humanité. Parce qu'à chaque fois que le procès Barbie qui avançait, le procès Touvier qui avançait, ça provoquait tout un intérêt sur ces procédures de crimes contre l'humanité, qui sont quand même pas fréquentes. Il y en a eu 3 en France, pas plus. Et donc ça faisait avancer l'opinion sur ça. Moi, j'ai fait un travail pédagogique vis-à-vis de tout un tas de gens, etc. Et puis jusqu'au moment où je me suis rendu compte que si je voulais avoir le procès, il fallait que j'écrive un livre. J'ai adopté la méthode du peuple du livre. C'est le peuple juif qui est le peuple du livre. Hein. Mon livre, il sort en 94, c'est en 95 que Chirac fait son discours au Veldiv. Juillet 1995, où il reconnaît la responsabilité de l'État français dans les déportations, etc., etc. C'est la première fois qu'un président de la République reconnaissait ça. Alors après, tout s'est débloqué du côté de la magistrature. Il a fallu recommencer une deuxième instruction qui a abouti en fin 95, début 96, au renvoi devant la cour d'assises. Ce procès a été une véritable joute qui a opposé 2 lignes, les parties civiles, c'est-à-dire ceux qui ont été victimes des persécutions, des arrestations. Ce procès a été un moment très dur, avec des moments douloureux où des personnes sont venues témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce que leur famille a vécu. Et puis, il y a la ligne de défense qui était celle de Maurice Papon et de ses avocats. C'est un procès qui, aujourd'hui, constitue le plus long procès de l'histoire judiciaire française. Pourquoi il a été très long? Parce que Maurice Papon va appeler à la barre de très nombreux témoins, parce qu'il souhaite mettre en avant son caractère de respect de l'État. Également, il prétend être résistant. Il a réussi à faire croire à Gaston Cousin, envoyé par De Gaulle, le nouveau préfet régional, qu'il avait été résistant et qu'il a réussi à mettre toute la police bordelaise à sa disposition. Et là, Cousin se dit, voilà un homme efficace, voilà un homme qui me rend un service. Cousin avait dit, non, mais c'est un type très bien, c'est un résistant, regardez, la preuve, il m'a aidé pour prendre le Bordeaux. Et comme Cousin était très respecté, c'était lui un résistant de haut vol, eh bien tous les autres, on dit, mais vous voyez, de toute manière, Cousin a dit que, voilà. Papon n'a jamais changé de ligne, n'avait rien fait contre le droit, ni contre la morale, ni quoi que ce soit, au contraire, il était resté en place pour sauver des gens, et ça, son style de défense. Et pour Papon, les salauds, c'était nous, dans sa vision des choses, vous comprenez? Nous qui le poursuivions, alors que lui, il n'avait rien à se reprocher. Parce qu'on est dans un crime très particulier, c'est ce qu'on appelle le crime de bureau. Le crime de bureau, c'est des gens qui signent des actes et qui envoient des gens à la mort. C'est-à-dire, c'est avec leur stylo qu'ils tuent, en signant des actes qui permettent des déportations et qui vont permettre ensuite d'envoyer des gens à la mort. Et c'est un crime contre l'humanité. De l'autre côté,
les parties civiles vont mobiliser de très nombreux témoins, tous ceux, toutes celles qui ont vécu cette période. Et puis également le procès Papon, même si on parle essentiellement de la période 42-44, c'est aussi l'occasion, dès le début du procès, ça a été dans la stratégie des parties civiles, de commencer, de débuter par Maurice Papon, préfet de police de Paris, pour montrer que finalement les actes qu'il a commis lors de ses fonctions eh bien, pouvaient éclairer sur ces actes commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'a jamais avoué, mais les preuves par sa signature, ses écrits, ses notes manuscrites où il donnait des ordres à ses subordonnés sont dans le dossier. Quand il écrit « Il y a lieu d'exécuter les instructions des SS », il ne faisait pas de la broderie, les SS. L'épreuve, c'est l'épreuve écrite. Et c'est grâce aux archives. Donc le procès a commencé le 8 octobre 1997 et il a duré jusqu'au 2 avril 1998 où Maurice Papon était condamné pour complicité, pour crime contre l'humanité. Mais après, il y a eu tout un tas de procédures dans la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme, etc., qui ont fait durer la procédure 6 ans de plus. La condamnation absolument définitive, après nouveau renvoi devant la Cour de cassation, elle est en 2004. J'avais une dernière chose à faire parce que je me suis battu pour la vérité pendant 23 ans. Mais j'avais besoin de faire ce livre 20 ans après, je vais laisser passer du temps, pour rétablir la vérité sur ce qui s'était passé vraiment dans le procès, mais en dessous, ce que personne ne savait et que je suis le seul à savoir. Donc il fallait faire la vérité sur les dessous du procès, les secrets du procès. Et comme ça, je crois qu'on peut fermer le cycle. La bataille est menée à son terme.